Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez que cette aventure continue, je vous invite vivement à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Qu'est-ce que le boulangisme et que nous dit-il de son époque ? Mouvement peu connu, enfin surtout connu de nom, il survient dans un moment critique pour la Troisième République. Nous sommes entre les années 1886 et 1891 et donc un peu avant l'affaire Dreyfus. Avant d'être un mouvement politique, le boulangisme c'est avant tout un homme, Georges Boulanger, qui est aussi général. Un général qu'on a d'ailleurs surnommé le général Revanche. Nous sommes quelques années après la défaite de 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Est-ce que Boulanger a excité l'esprit de reconquête et voulu provoquer une nouvelle guerre ? Après son passage dans l'armée, il a une carrière politique fulgurante. Mais jusqu'où cet opportuniste voulait-il aller dans la conquête du pouvoir ? Le coup d'État ? A-t-il mis en danger la République ? Au fond, est-ce que les forces politiques de l'époque ne l'avaient-elles pas un peu cherché ? Nous allons tenter de démêler le vrai du faux dans les idées souvent simplistes qu'on se fait aujourd'hui du boulangisme, mais aussi faire le tri entre ce qu'on a prêté à Boulanger à l'époque et ses véritables intentions. C'est l'occasion de redécouvrir la Troisième République, son fonctionnement, ses dysfonctionnements bien entendu, et plus généralement toute sa société. Bonjour Bertrand Joly. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes professeur des universités, historien spécialiste des idées politiques de la Troisième République, on ne peut pas tout citer, et vous venez de publier un livre aux origines du populisme, Histoire du boulangisme, 1886-1891. C'est un livre qui est sorti chez CNRS Éditions. Alors ce livre, c'est une somme, si je peux me permettre, une somme dans laquelle vous traitez du boulangisme comme aux origines du populisme. Pourquoi avoir publié un tel livre sur un mouvement politique qui n'a finalement duré que quelques années ? Il y a plusieurs raisons à cela. L'une est toute simple, c'est que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Paul Déroulède, qui est l'un des protagonistes majeurs du boulangisme. Et donc j'avais dû me pencher sur ce mouvement, sur le rôle que Déroulède y jouait, mais plus généralement sur le mouvement lui-même, ce qu'il voulait, ce qu'il portait, consciemment ou inconsciemment. Donc cela fait une trentaine d'années, voire un plus même, que je gravite dans ce petit monde et dans les sources d'accès à ce monde. Et puis, le mouvement lui-même m'intéressait. Qu'est-ce qu'il représente ? Vous l'avez posé la question. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la République, troisième du nom, sur la France, sur la société, sur ses aspirations, ses fantasmes, ses mythes également. Donc, le boulangisme était, je crois, une bonne porte d'accès à toutes ces questions-là. Quelle est l'importance de l'épisode boulangiste par rapport aux autres grands événements de la Troisième République ? Je pense par exemple à la colonisation ou encore à l'affaire Dreyfus. Je crois qu'il a d'abord un rôle essentiel en tant qu'il est le premier. Il est la première grande crise de la République des Républicains. Les Républicains arrivent au pouvoir de façon définitive après la crise du 16 mai 1877. Ils gouvernent, ils ont un programme, ils le remplissent, en gros dans les premières années. Et à partir de 1885, quand le gros du programme des Républicains modérés a été rempli, se posent d'autres questions. Vous l'avez dit, la colonisation par exemple. Mais il y en a d'autres. Va-t-on réformer les institutions ? Les Républicains s'étaient engagés à le faire pour accepter le compromis provisoire de 1875 avec la droite. Quelle république veut-on ? Une république plus radicale, plus sociale, une république plus modérée, plus orléaniste. Quel sort réservé aux questions diplomatiques ? Va-t-on faire la guerre ? Sans doute non. Les Français n'ont jamais voulu faire la guerre de revanche, contrairement à un mythe bien répandu. Bref, le régime se cherche. Il n'a pas encore pris sa figure définitive, du moins le pense-t-on, alors qu'en fait il l'a pris, nous le savons là avec le recul. Il reste contesté
à deux extrémités de l'échiquier politique, par la droite monarchiste, c'est-à-dire royaliste ou bonapartiste, et à l'extrême gauche, par une partie du courant radical, qui n'accepte pas le compromis de 1875, et par un nouveau venu, ou plutôt un revenant, le socialisme, que l'amnistie du début de la décennie 1880 a permis de renaître très lentement encore. Le socialisme, avant la fin des années 80, c'est vraiment peu de choses. Mais n'empêche qu'il existe et il conteste totalement le régime en place. Alors je vais poser une question très difficile parce que vous avez écrit plusieurs centaines de pages pour essayer d'y répondre. La définition du boulangisme. Alors on aura une vision évidemment plus complète à la fin de cette interview, mais pour savoir à peu près où on va, comment est-ce que vous définiriez le boulangisme ? Il faudrait parler des boulangismes au pluriel. Il y a le boulangisme de boulanger incontestablement. Boulanger n'est ni à droite ni à gauche, il est boulangiste. Il veut arriver au pouvoir. Peu importe à la limite avec qui. Et comment et pourquoi faire. C'est un homme qui n'a pas de bagage intellectuel extrêmement fort. Il a fait Saint-Cyr à une époque où cette école n'exigeait pas de compétences intellectuelles trop marquées de ses élèves. Il n'aime pas les débats d'idées. Les questions institutionnelles, économiques ne l'intéressent pas. Il veut le pouvoir. À côté de lui, il y a le boulangisme de son état-major radical, qui lui veut le pouvoir pour abattre le parlementarisme, en gros. Et puis il y a le boulangisme de la droite, qui elle veut abattre la République. Et puis il y a le boulangisme informulé, vague, des mécontents, qui sont nombreux. Et ces mécontentements ont du mal à s'additionner. Il y a un mécontentement à gauche net, il y en a un à droite aussi. Il y a un mécontentement vague des gens peu politisés qui se trouvent, et on ne peut pas leur donner tort, que la République ne fonctionne pas de manière totalement satisfaisante. Donc, plusieurs boulangismes qu'il est très difficile de définir d'une façon unique. Comment connaît-on le boulangisme aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écrits à l'époque sur le sujet ? Alors, sur le moment, oui. Il y a eu une pléthore de brochures, d'articles dans les journaux, d'analyses, toutes d'ailleurs très stéréotypées. Les pour et les contre n'ont pas poussé très loin l'effort de réflexion et d'analyse. Pour la gauche, en gros, pour les républicains, c'est le césarisme qui renaît. Pour la droite et les radicaux qui vont s'allier à elle, c'est le boulangisme, c'est la coalition des indigents qui veulent en finir avec un régime impuissant et discrédité. Donc sur le moment, non. Beaucoup de paroles, peu de pensées, peu d'analyses. Et puis peu à peu, les choses vont se décanter. Le boulangisme va être le repoussoir pour les républicains, la tentative césarienne, soutenu par quelques républicains égarés, comme on dit. À droite va être la première tentative d'un sursaut national, d'une volonté d'en finir avec un régime impuissant. Et c'est la figure que va notamment véhiculer l'Action française. Maurras le dira, le boulangisme au début me répugnait, c'était des radicaux, et puis peu à peu, je me suis rallié à ce réveil de l'esprit national. Et chez les historiens, quand est-ce que ces derniers se sont intéressés au boulangisme ? Alors, la première vraie bonne histoire du boulangisme, c'est celle d'Adrien d'Ancette qui paraît les premiers chapitres juste avant la Seconde Guerre mondiale, et puis son volume définitif au lendemain en 1846. Qui s'appelle simplement Le boulangisme. C'est un excellent livre, c'est la première étude sérieuse. D'Ancette est allé voir les archives, publiques ou privées, il n'a pas tout vu. Loin de là. Mais néanmoins, il y a un effort d'enquête sérieux et l'homme est intelligent, il sait écrire, il donne un premier récit, fautif forcément, mais néanmoins utile et qui va longtemps être le seul disponible. Et puis, peu à peu, le boulangisme va, au total, peu intéresser. On peut le dire aux historiens, car on pense qu'on sait tout du déroulement, on se base sur l'interprétation. Mais le déroulement semble acquis dans ses grandes lignes, ce qui est une erreur, je pense, et j'espère l'avoir réussi à le montrer. Donc l'interprétation se polarise entre deux schémas, celui de René Raymond, qui, dans la droite en France, qui paraît au début des années 50, il vulgarise l'idée que le boulangisme est une résurgence du courant bonapartiste. Et cette
vision va être combattue assez rudement par l'historien israélien Zev Sternel, qui va dire qu'au contraire, le boulangisme est la première apparition d'un courant de ce qui va devenir le nationalisme et qui est aux origines de ce que sera le fascisme après la Première Guerre mondiale. Deux visions qui ont été également très critiquées, notamment par un historien canadien-anglais, M. Bill Irvine, qui, en 1989, publie un livre sur le boulangisme où il est allé lui aussi voir les sources, ce que ses deux prédécesseurs avaient quand même fait de manière pour le moins rapide, voire pour ne pas dire plus. Il est allé voir les sources et il montre que le boulangisme n'est ni à droite ni à gauche, il est né de la rencontre des deux, qu'il réhabilite tout l'apport des royalistes. Sans eux, sans leurs électeurs, sans leur argent, le boulangisme n'aurait pas existé. Et c'est à mon avis, le deuxième grand livre sur l'affaire du boulangisme que celui de M. Irvine. Il a réellement stimulé la réflexion et a permis de repartir en montrant qu'on n'avait pas dit le dernier mot, loin de là, sur le boulangisme. Après, il y a eu, par exemple, le livre d'un Anglais, M. Sidger, qui a analysé de façon assez intelligente le boulangisme, qui est le premier à avoir montré que l'idée du coup manqué, on y reviendra, je pense, l'idée du coup d'État raté de janvier 89 est un mythe. Il n'y a jamais eu de tentative sérieuse. Il y a eu la biographie de Boulanger, l'homme lui-même, par Jean Garrigue. Il y a eu 2 ou 3 travaux, mais en fait, je crois qu'il manquait une synthèse qui reprenne tout ce qui avait été fait avant et qui aille un peu plus loin en allant voir les sources de manière plus systématique que ça avait été fait, notamment la presse, qui est, je crois, le grand acteur du boulangisme et qui mérite qu'on s'y intéresse de près. Donc vous avez été consulter les archives, vous parlez de la presse, mais quels sont les autres documents qui vous permettent d'avoir une vision juste de ce mouvement et de cette personnalité ? Bien, il y a d'abord les archives du pouvoir politique, les archives notamment de la police, qui, vous l'imaginez, suit de très près le boulangisme, et de très près et très vite. Les policiers ont très vite compris que ce mouvement était suspect et qu'il fallait le surveiller de près. Ils faisaient des notes. Et disons que les policiers, la police travaille de manière très organisée. Il y a d'abord un travail de documentation, tout simple. Les policiers lisent les journaux et font des dossiers de presse extrêmement bien faits. Et puis, il y a tous les informateurs, les indicateurs, enfin, les mouchards, pour les appeler par leur nom, dans les partis et dans les divers courants politiques, qui les renseignent de manière plus ou moins fiable. Ce qu'ils rapportent, il faut le critiquer de près. Apprendre à savoir qui est qui. En fait, on ne sait pas qui est indicateur, les noms ne sont jamais donnés, mais on repère assez vite ceux qui sont fiables, qui apportent des renseignements qui sont corroborés par la suite, et puis ceux qui disent n'importe quoi. Et puis la police, et c'est un de ses avantages, les policiers de l'époque, notamment c'est la préfecture de police qui est surtout en pointe, font des synthèses à l'usage du gouvernement, et synthèses m'ont beaucoup étonné par leur intelligence, leur sérieux, leur qualité de rédaction même. Les policiers savent écrire, et ils livrent une information qui est en général extrêmement fiable, avec quelques erreurs aussi. Par exemple, les policiers ont mis très longtemps à comprendre l'ampleur de la mainmise royaliste sur le boulangisme. Ce n'est qu'au bout de près d'1 an de versements qu'ils se sont rendus compte, de versements financiers par les royalistes, qu'ils se sont rendus compte que les royalistes, notamment, en fait, tenaient en main toute l'aventure. Alors, en dehors des autres sources, c'est bien sûr les sources des royalistes. Le baron Macquot, qui est le meneur pas toujours obéi d'ailleurs, enfin il est le meneur officiel de l'aventure, il a laissé un fonds d'archives extrêmement intéressant, où on trouve notamment tous les reçus financiers de bons républicains qui ont tendu la main aux royalistes. De même, le fonds du comte de Paris, qui est le prétendant royaliste, qui suit l'affaire de très près et qui a des dossiers fort bien faits sur le mouvement.
On reviendra justement sur les différences entre les différents monarchistes, parce que c'est encore une réalité. Les aspirations monarchistes, au début de la Troisième République, la République n'est pas une évidence pour tout le monde. Non, ils espèrent bien la renverser. Et d'ailleurs, le boulangisme est, de leur part, le dernier effort sérieux pour la renverser. Et alors, est-ce que le principal intéressé a écrit des mémoires, des lettres, des discours ? Est-ce qu'il y a des archives de Boulanger ? Non. Avant de se suicider, dans les jours qui précèdent, il brûle tout et il le dit dans son testament, je brûle tout à part quelques dossiers qu'il a remis à son secrétaire notamment et à un de ses amis. Mais globalement, non, il y a très peu de choses. On a les lettres de Boulanger grâce aux destinataires qui les ont conservées. Il n'y en a pas tellement. Boulanger n'aime pas écrire, c'est visible. Et il a d'ailleurs un secrétaire qui écrit pour lui. Le soir, Boulanger signe les lettres qu'il n'a pas écrites. En général, il donne une indication, répondez dans tel sens, mais il n'écrit pas, ou fort peu. Alors, il y a les mémoires apocryphes de Boulanger. Il ne les a pas écrites, mais les auteurs, qui sont deux anciens membres de la Ligue des Patriotes, affirment, et je crois que c'est assez plausible, qu'ils ont été documentés par Boulanger lui-même, qui pendant plusieurs soirs l'aurait reçu et leur aurait raconté son boulangisme à lui, les autres prenant des notes. Alors bien sûr, il y a une part d'enjolivement et de Boulanger lui-même, bien sûr, et puis aussi de ces deux porte-plumes. Mais au total, ce livre, Les Mémoires du général Boulanger, est assez fiable et, à mon avis, a été trop négligé par les historiens. Alors, venons-en au contexte européen. Vous insistez au début de votre livre sur l'importance d'appréhender le boulangisme dans un contexte de crise globale européenne, et notamment vous parlez de la crise du parlementarisme européen. Oui, c'est l'idée de ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement représentatif, l'idée que le pays soit globalement, soit au moins dans ses élites, ait son mot à dire et oriente la politique du pays. C'est une idée venue d'Angleterre, bien sûr, que les élites européennes ont portée tout au long du XIXe siècle. L'idée qu'un parlement élu au suffrage universel ou censitaire pourrait être, en quelque sorte, le porte-parole du pays et qu'il jouerait un rôle de contrôle du gouvernement. Et c'est une idée qui a, au total, obtenu un vrai succès. Peu à peu, dans la plupart des pays, un minimum de participation du pays et de suffrage plus ou moins universel s'est mis en place. Mais évidemment, le parlementarisme était investi d'espoir démesuré. Il est évident que dès qu'il y a élection, dès qu'il y a compétition, les tentations de fraude ou d'utiliser d'arguments assez démagogiques, bref, il y a une perversion du suffrage universel ou pas qui intervient. Les débats parlementaires ne sont pas, comme on le voulait, la libre recherche en commun d'une solution la meilleure possible, mais ils sont aussi le théâtre de manœuvres, de coups bas, il y a tout ce qu'on appelle la flibuste parlementaire. Et donc, le parlementarisme a montré qu'il n'était pas le régime idéal et parfait qu'on avait imaginé. D'où des déceptions. Et autre part, s'y joint le fait que le parlementarisme, qui est d'origine, on peut le dire quand même bourgeoise à l'origine, ne répond pas aux aspirations d'une partie de la population, celle qui est bien sûr la plus pauvre. Notamment le monde ouvrier, mais aussi le monde paysan peuvent se sentir exclus d'une façon d'exercice du pouvoir où ils sont peu ou pas représentés. Donc le parlementarisme est contesté. On estime qu'un régime moins procédurier, où la parole serait quand même réduite à peu de choses, serait plus efficace, irait plus vite. Et donc, le parlementarisme en Europe est contesté. Il est en France, le boulangisme en est la première preuve, mais il est dans d'autres pays, même l'Angleterre, qui est le berceau
le modèle parfait du parlementarisme. Mais en Angleterre, des contestations se sont élevées, notamment après les tentatives de blocage bien connues des députés irlandais, qui ont profité du règlement très libéral pour bloquer la discussion, pour occuper la tribune pendant des heures. On en voyait même qui lisaient la Bible à la tribune pour bloquer les discussions. Bref, le parlementarisme montre qu'il a des limites. Et qu'il faudrait au moins, et ce sera un des grands thèmes de la République française plus tard, le rationaliser, l'encadrer, ne pas laisser la discussion s'égarer. Mais tout simplement, on en est encore loin. En 1885, le parlementarisme est malade en France, en Angleterre, en Belgique aussi, dans la plupart des pays européens. Alors chaque pays a un peu son parlementarisme, à sa manière évidemment d'appliquer ce principe. En France, la République est donc parlementaire. Qu'est-ce que c'est comme République? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que le peuple peut s'exprimer concrètement? Concrètement, la Troisième République est un régime où le pouvoir exécutif est en situation de faiblesse permanente devant le pouvoir législatif. Le président du Conseil est désigné par le président de la République et ensuite il essaye de trouver des ministres et une majorité, ce qui n'est pas toujours évident, d'où une instabilité assez forte. Comme en plus aucun parti n'a la majorité à lui tout seul, les ministères sont des ministères de coalition. En général, c'est ce qu'on appelle la concentration républicaine, c'est-à-dire l'union au pouvoir des radicaux les plus modérés et des républicains modérés, qu'on appelle à l'époque les opportunistes, de façon non péjorative. Ils sont opportunistes parce que, comme Attal avait dit, on fera les réformes au moment opportun. Mais dès qu'une difficulté survient, les partis au pouvoir ne s'entendent plus. Et donc le cabinet se disloque ou il est renversé par la Chambre. Donc un régime instable, où le pouvoir exécutif passe beaucoup plus de temps à se défendre contre les députés, et les sénateurs d'ailleurs, qu'à gouverner le pays. Donc un régime faible, qui d'ailleurs correspond peut-être à ce qu'une partie du pays attend, les Français ne veulent pas être trop gouvernés de manière trop... Mais ils veulent les gouverner aussi. Il y a quand même une lacune dans ce qu'on attend du gouvernement. Un régime qui donc... Ce sera le grand thème d'une partie du boulangiste, qui veut un pouvoir exécutif raffermi, plus à même de prendre en compte les aspirations du pays. Le deuxième grief qu'on peut faire au parlementarisme français, c'est que le suffrage universel n'y joue qu'un rôle tout de même assez limité. Les Français votent librement. La France, de ce point de vue, est comme un pays très en avance politiquement. Les Français élisent tous les 4 ans leurs députés. Bon, il y a bien sûr quelques cas de fraude, l'argent joue un rôle dans les campagnes électorales, mais au total, le suffrage universel est quand même relativement libre, avec encore une fois, quelques limitations. Mais une fois qu'ils ont eu leurs députés, en quelque sorte, ils se sont totalement dépossédés de leur pouvoir. Il est admis que c'est les députés rassemblés qui sont le peuple, qui sont là pour vouloir en son nom. D'ailleurs, plusieurs députés le disent, notamment Paul Reynaud le dira plus tard dans d'autres circonstances plus dramatiques. Quand les députés du peuple sont rassemblés, le peuple est là. Et donc, les députés peuvent vouloir de façon illimitée. Ils ne sont tenus par aucune discipline de parti. Et même, il est jugé à l'époque choquant qu'un parti donne des consignes de vote. Le député ne doit des comptes qu'à ses électeurs et qu'à sa conscience. Et donc, il est courant de voir un député voter contre un gouvernement qui pourtant représente tout à fait ses idées. Il n'y a pas de discipline de vote, il n'y a pas de solidarité. Le gouvernement doit en permanence lutter pour tenir sa majorité compacte. Et bien sûr, il y arrive un moment où il n'y arrive plus. Donc, un régime où le pouvoir est faible. C'est intéressant ce que vous avez mentionné. Il n'y a pas de parti, on a parlé des royalistes, des bonapartistes, mais en fait c'est des mouvances, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que le mot parti n'a pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Aujourd'hui, un parti, il y a des statuts, il y a une direction, il y a des fédérations départementales. Quand on veut y adhérer, on paie une cotisation et on est inscrit sur le registre. C'est clair et net. À l'époque, rien de tout cela. Les partis n'existent pas au sens où nous l'entendons, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'association reconnue avant la loi de 1901. Donc les partis n'ont pas de statut et en tiennent lieu souvent des instances plus ou moins représentatives, les
Les journaux, par exemple, les rédactions de journaux tiennent, surtout en province, tiennent lieu de parti. Les loges maçonniques. Donc, être d'un parti ne signifie pas ce que nous imaginons aujourd'hui. On est d'un parti soit parce qu'on le dit, de manière plus ou moins fondée, soit parce qu'on participe, qu'on assiste aux réunions, on milite. Mais on peut très bien, le lendemain, faire demi-tour à 180 degrés et aller dans la maison d'en face. Venons-en à Boulanger. Alors, Boulanger, comme on l'a dit, est un général. Avant de se lancer en politique, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait une belle carrière militaire ? Oui, tout à fait. Il faut le reconnaître au moins cette qualité. C'est un excellent soldat, un excellent officier, un meneur d'hommes et un homme courageux au feu, presque téméraire même, qui a été plusieurs fois blessé grièvement. Mais dès le début, Boulanger voulait monter en grade. C'est un arriviste forcené. Et pour cela, il a d'abord utilisé son métier, et encore une fois, c'était un excellent soldat. Il est parti aux colonies, Algérie, en Cochinchine, parce que c'est là que les galons se gagnent vite. Alors qu'une carrière en métropole, forcément, monte plus lentement. Et il a donc, il a réussi, il a été blessé notamment, il a participé à la guerre d'Italie en 1959, il a été grièvement blessé à la veille de la bataille de Magenta. Et au total, la guerre de 70 qui va commencer, il est capitaine à Saint-Cyr, il est instructeur à Saint-Cyr, et la guerre va être sa chance. Car la guerre ouvre des trous, des brèches énormes dans les cadres. Et donc, les carrières de ceux qui n'ont pas été pris ou tués se trouvent ipso facto accélérées. Donc Boulanger est finalement très rapidement nommé colonel. Alors, après la guerre, il y a une commission de révision des grades, parce que les gens nommés sur le champ de bataille de façon irrégulière, on ne peut pas maintenir toutes les nominations, certaines sont d'ailleurs incontestables, et donc Boulanger est rétrogradé, lieutenant-colonel, et il le prend extrêmement mal. Une fureur le prend. Il estime que cette nomination était régulière, et d'ailleurs il envoie des mémoires aux députés, aux ministres de la guerre, où il se vante, très imprudemment, il s'en mandera les doigts plus tard, de ses états de service contre les Prussiens et contre les communards. Car il a combattu la commune, contrairement à ce qu'il dira plus tard, et il a participé à des exécutions sommaires. Notamment, il y a un épisode où il se vante beaucoup, que quand ses troupes enlèvent d'assaut l'église de Saint-Pierre-de-Montrouge, et il y avait des communards dans le toit, embusqués, qui tiraient sur les Versaillais. Boulanger les fait tous fusiller. Séance tenante. Après, évidemment, il s'en vantera beaucoup moins, puisque beaucoup de communards vont suivre Boulanger. Mais donc, un bon soldat, mais un soldat arriviste. Une fois la guerre terminée, Boulanger veut continuer à monter. Mais pour cela, il comprend très vite que l'influence, parlons net, le piston politique, peut jouer un rôle décisif. Et alors, il va se mettre à courtiser les hommes politiques, de façon d'ailleurs tout à fait œcuménique. Au début, c'est son supérieur hiérarchique, le duc d'Aumale. Le duc d'Aumale qui est le fils de Louis-Philippe et qui est l'oncle du prétendant royaliste, le comte de Paris. Et Boulanger se fait d'ailleurs très bien voir le duc d'Aumale qui le pousse. Mais Boulanger n'en reste pas là. Il a des rapports amicaux à l'époque, ça changera avec Jules Ferry, et surtout, il se faufile dans l'entourage de Gambetta, et puis de Clémenceau. Et donc, toute cette convergence de recommandations vont lui permettre de monter, de devenir général, des brigades d'abord, puis général de division, car pour être ministre, la règle veut qu'on soit au minimum général de division. Et donc Boulanger obtient d'être général de division, il devient ministrable, et il obtient, pour commencer, un poste envié. Il est chef du corps expéditionnaire français, du corps d'occupation en Tunisie, où il va d'ailleurs se heurter violemment au résident civil, qui est pourtant son supérieur hiérarchique, Paul Cambon, qui est le représentant type du camp ferriste. Mais donc, une belle carrière, incontestablement, au début nourrie par ses mérites seuls, ses mérites professionnels, ensuite alimentée par des alliances politiques très diverses. Il commence à avoir un peu le sens politique en faisant des alliances, pas forcément d'ailleurs dans l'armée, mais le grade de général ne lui suffit plus.
À l'époque, il n'y a pas de maréchaux. Les derniers maréchaux, c'est ceux de l'Empire, et le grade, la République ne ressuscitera le grade que pendant la guerre de 1914 pour Joffre. Donc il n'y a pas de maréchaux. Mais on peut monter encore, on peut être général de corps d'armée, par exemple. Et c'est bien ce qu'il vise. Mais ce qu'il veut, c'est le pouvoir politique. Oui, c'est ça. Il change un peu son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire. Quand est-ce qu'il commence à être connu des Français ? Je crois qu'il est très peu connu pendant très longtemps. Je crois que c'est sa nomination au ministère de la Guerre qui fait de lui quelqu'un qu'on voit. Et on va en reparler. Il fait tout pour ça, bien sûr. Mais c'est-à-dire, c'est en janvier 86 qu'il entre au gouvernement. Je crois qu'avant, il n'est connu que, mettons, ce qu'on appelle le microcosme politique et de ses pairs dans l'armée. Mais le grand public ne le connaît pas. Donc il est ministre de la guerre. Et alors là, Boulanger existe, le boulangisme n'existe pas encore. Quand est-ce que ce mouvement va naître ? Quelle est pour vous la date fondateur ou l'élément déclencheur du boulangisme ? Je ne crois pas qu'il y ait une date, c'est plutôt une sorte de courant qui enfle peu à peu. Je crois que quand Boulanger arrive au ministère, son premier soin est de créer un bureau de la presse. Et de caresser dans le bon sens les journalistes, notamment les radicaux, car c'est ceux qui sont les plus réceptifs, en les alimentant d'articles à sa gloire, en les retenant à déjeuner, enfin bref, en payant, et semble-t-il, c'est très probablement avec les fonds secrets du ministère, en payant d'articles à sa gloire et en subventionnant certains journaux. La presse de l'époque est d'une banalité absolue, ce qu'on a oublié aujourd'hui, et heureusement. Donc, il y a déjà tout un tintamarre médiatique qui est voulu, créé, organisé par Boulanger. Et puis, il y a des événements qui vont peu à peu nourrir la légende. Le premier, c'est la fameuse phrase où, à la Chambre des députés, on est en pleine grève, une grève assez dure, à Decazeville, dans l'Aveyron. Il y a eu mort d'homme. Le sous-directeur de l'entreprise a été jeté par la fenêtre et tué par les grévistes. Et donc, à l'époque, il n'y a pas de garde mobile, il n'y a pas de CRS, c'est l'armée, en cas de troubles graves, qui assure l'ordre. Et donc, l'armée est à Decazeville, et Boulanger, dans une phrase très lyrique, et sans doute préparée d'avance, dit que l'armée n'est pas là pour prendre parti contre les grévistes, pour la compagnie, elle est là pour assurer l'ordre, et il ajoute cette fameuse phrase d'une démagogie parfaite. Peut-être alors qu'il est, chaque soldat partage-t-il sa gamelle de soupe et sa ration de pain avec un ouvrier. Ça plaît beaucoup. Cette démagogie qui nous paraît aujourd'hui tout de même, c'est très grossière, plaît beaucoup. Le deuxième événement, c'est la revue de Longchamp, le 14 juillet 86, très soigneusement préparée par Boulanger, et où il équipe tout le monde. Il a bien soigné son entrée sur l'hippodrome de Longchamp, et c'est vrai que ce général, avec son beau cheval noir Tunis, avec son bel uniforme, entouré de son état-major chamarré, a plus belle allure que la tribune des ministres, tout son habit noir, la République des Jules Grévy, Jules Ferry, tous un peu tristounés et lugubres. Et donc, le soir, le chansonnier Paulus lance le fameux refrain, la fameuse chanson « Gais et contents, nous n'étions triomphants en allant à Longchamp », et qui va faire beaucoup pour la gloire de Boulanger. Ce jour-là, il a séduit le grand public parisien qui est très chauvin, qui est très versatile, mais qui a été séduit par ce beau général. La suite, ce sera d'autres initiatives. Il va se calmer un peu parce que les républicains modérés commencent à grogner. Et Boulanger veut ce pouvoir. Il va peu à peu s'éloigner doucement de ses soutiens purement radicaux et rechercher dans les républicains modérés, mais surtout à droite, des soutiens moins bruyants et plus présentables. Comment est-ce que vous définiriez les campagnes que mène Boulanger pour être élu ? Alors, c'est pas lui qui les mène. Les premières campagnes, il n'est plus au gouvernement. Les républicains modérés, après l'affaire Chebelet, dont on va peut-être parler, les républicains modérés ont renversé le gouvernement pour chasser Boulanger, qu'ils estiment dangereux. Et donc Boulanger a finalement été redevenu simple général.
Et finalement, après quelques semaines, il est envoyé à Clermont-Ferrand, commander un corps d'armée à Clermont-Ferrand. Et aussitôt, ses partisans, notamment Henri Rochefort, le grand meneur de l'extrême gauche, Henri Rochefort, parle de déportation en Auvergne. Et le départ de Boulanger à la gare de Lyon provoque une véritable émeute. Les gens envahissent la gare, se couchent sur les voies pour éviter que le train parte. Bref, il faut plusieurs heures à Boulanger pour arriver à partir pour Clermont. Et c'est alors qu'il est approché par un jeune journaliste bonapartiste, Georges Thiébaut. Georges Thiébaut, qui appartient à l'aile gauche du parti bonapartiste. Et Georges Thiébaut, c'est sa grande idée, veut mettre la popularité de Boulanger au service d'un mouvement politique. Et pour cela, et c'est ça la grande idée de Thiébaut, c'est qu'il faut faire plébisciter Boulanger par les électeurs. Dès qu'il y a une élection partielle, il y en a beaucoup à l'époque, il n'y a pas de suppléant, et dès qu'un député meurt ou démissionne ou part au Sénat, on vote. En gros, il y a peu de mois de l'année où il n'y a pas une ou deux partielles en France. En plus, on est au scrutin de liste, donc tout le département vote pour élire un député. Donc autant d'occasions de plébiscite successifs. Et donc Thiébaut vient proposer à Boulanger de le présenter en lui disant « Vous n'êtes pas éligible, étant militaire en activité, vous n'avez pas le droit de faire campagne, mais moi je fais campagne pour vous. Et je vous ferai élire. Et vous serez ainsi plébiscité et porté par le peuple vers le pouvoir. » Ainsi fait Thiébaut, et ça marche, il faut bien le dire. Thiébaut a senti qu'il y avait une opportunité, il a joué sa carte de manière intelligente, et Boulanger obtient des résultats extrêmement flatteurs. Et il finit même par être élu, encore une fois étant éligible. Il finit par être élu dans la Dordogne, qui est un département assez proche du bonapartisme. Et puis, il obtient dans le département des scores extrêmement flatteurs. Ce qui, d'ailleurs, va pousser le gouvernement à le chasser de l'armée. Étant donné que Boulanger nie « je n'ai rien fait, je ne suis pas au courant de rien, je n'ai pas encouragé ces candidatures qu'on a fait à mon insu, je veux rester un militaire ». Malheureusement pour lui, la police a décrypté le code qu'il emploie pour converser avec ses soutiens à Paris, et ces messages prouvent qu'il est au courant de tout, qu'il a tout voulu et tout encouragé. Boulanger a menti. Boulanger est un menteur. C'est une de ses grandes faiblesses. Et donc Boulanger va être chassé de l'armée sous un prétexte pas très bien trouvé. Il est venu à Paris sans permission. En plus, en déguisé, avec des lunettes fumées, en faisant semblant de boiter. La police l'a reconnu tout de suite et bien sûr l'a suivi. Et donc on le chasse de l'armée pour être venu à Paris sans permission, pour ne pas dire la vérité. C'est qu'en fait, on a percé son code et la police ne veut pas qu'on sache que le code est connu. Et Boulanger devient éligible. Étant mis à la retraite d'office, il a 30 ans de carrière, il est mis à la retraite d'office, il est éligible et il va se présenter et l'emporter dans plusieurs départements, dont le gros département du Nord. Il va aussi être battu. Ça, on en parle moins. Et c'est une des grandes faiblesses des historiens. Ils n'ont pas vu que Boulanger a échoué d'une manière assez forte dans d'autres départements comme l'Isère, par exemple, ou l'Aude. Toute une partie de la France est totalement allergique au charme de Boulanger. Ce qu'on a eu tort de ne pas mentionner. Mais non, la classe politique est tellement sidérée par ses succès qu'elle minimise ou ignore les échecs. Et le triomphe de Boulanger, c'est la triple élection au mois d'août 1888. Le même jour, il est élu dans 3 départements différents. Et c'est un plébiscite, c'est une apothéose. Et cette fois-ci, le gouvernement commence à avoir sérieusement, les républicains ont peur, vraiment peur, de voir un nouveau bonapartisme réussir ce qui avait déjà été le cas au temps de la Seconde République. Alors, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que contrairement à ce qu'on peut dire, un coup le boulangisme est de gauche, un coup il est de droite, c'est qu'il est vraiment à la croisée des différents mouvements, des différents groupes politiques. Et ce qui est intéressant, c'est ces alliances avec les royalistes, son alliance avec les royalistes. Vous expliquez l'importance de l'argent dans ce cas-là. En fait, les royalistes, ils ont financé le mouvement de Boulanger. Mais comment est-ce que vous expliquez cela, alors qu'ils hésitaient entre 2 monarchies, entre 2 dynasties, tout d'un coup soutenir un candidat républicain ? D'abord, les
les royalistes se sont réunifiés depuis la mort en 1983 du comte de Chambord. Donc les légitimistes se sont ralliés sans enthousiasme. Enfin, ils l'ont fait à peu près aux orléanistes, puisque le comte de Paris est l'héritier légitime, d'après la loi salique, du trône. Donc il est devenu le roi légitime, enfin le prétendant légitime. Mais une partie des royalistes, les royalistes restent très divisés. Il y a plusieurs sensibilités politiques. Il y a dans le parti royaliste une mentalité encore très légitimiste, très catholique, où la religion tient le premier rôle. C'est le cas par exemple d'un Albert de Mun. Et puis il y a à côté un orléanisme beaucoup plus parlementaire, modéré, avec même parfois une petite pointe anticléricale dans certains cas, que le comte de Paris lui-même reprend à son compte. Donc il y a plusieurs sensibilités. Le Boulanger avait chassé de l'armée le duc d'Aumale, l'oncle du prétendant, et donc les royalistes, a priori, n'avaient aucune sympathie pour cet homme qui était en plus entouré de radicaux. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que finalement cet homme populaire pourrait être une sorte de grand connétable, l'équivalent de ce qu'avait été le général Monk en Angleterre pour établir la monarchie en Angleterre, après Cromwell, et que donc, en finançant ce mouvement qui n'a pas un sou, on pourra le contrôler et l'orienter dans la bonne direction. Et donc, en décembre 1887, ont eu les premiers contacts entre Boulanger et les royalistes. Et tout de suite, Boulanger accepte. Alors, a-t-il donné des assurances de restauration aux royalistes? La réponse est oui. Il mentira en disant l'inverse. Il a bien promis la restauration. Est-ce qu'il comptait tenir sa parole? La réponse est certainement non. Boulanger est un menteur. Il promet, il prend l'argent, et puis il fera la restauration. Si vraiment c'est la seule solution, il la fera, du moment qu'il y a sa place. Mais il travaille pour lui-même, et pour lui-même seul. Et les royalistes sont bien conscients qu'ils n'ont que la parole de Boulanger comme garantie. Ce qui fait qu'ils vont de toutes les façons possibles l'entourer, le rappeler à l'ordre, parfois même couper les vivres pour lui faire comprendre qui commande et qui paye. Mais au total, les royalistes vont verser des sommes colossales. Je pense que 10 millions de francs est une estimation la plus basse possible, sans doute beaucoup plus. Ils vont payer pour contrôler ce mouvement. Il faut ajouter cependant qu'au sein du Parti royaliste, toute une frange est tout à fait hostile à Boulanger et refuse totalement cette alliance. Mais c'est pas elle qui, pour le moment, a voix au chapitre. Et donc, les vieux conseillers orléanistes du comte de Paris, les gens comme Dufeuil, par exemple, sont un peu mis sur la touche tant que dure l'aventure boulangiste. Vous dites qu'en fait, il y a 3 familles qui soutiennent Boulanger, les royalistes, les radicaux et les bonapartistes, chacun un peu pour des raisons différentes. Absolument, et même contradictoires. Mais qui paraissent pour l'instant s'entendre parce que, en fait, vous expliquez que Boulanger ment tout le temps. Est-ce que Boulanger a été tenté par un coup d'État? Parce que c'est souvent ça qu'on retient de lui. Il a voulu prendre le pouvoir, renverser la République. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu au fond, ou est-ce que peut-être même son entourage le pensait ou l'espérait? Alors, son entourage, oui, il l'a poussé. Le sénateur Naquet, par exemple, l'a proposé, à plusieurs reprises même, un coup d'État, déroulé d'aussi, sans doute. Il lui a dit, c'est la seule solution. Alors, qu'est-ce que Boulanger en pensait lui-même? Il ne s'est guère expliqué là-dessus. Quand on lui en propose un, il le refuse. À plusieurs reprises, autour de l'élection de janvier 89, on lui dit, si vous êtes élu, que ferez-vous? Notamment, Georges Laguerre, un de ses principaux lieutenants, lui dit, une fois élu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on marche à l'Élysée? Et il refuse catégoriquement. Mais il faut bien voir, c'est que les raisons qu'il donne pour son refus sont des refus purement pratiques. En aucun cas, il n'évoque la liberté, la démocratie, la République, le respect de la loi. Non, il dit, en fait, il a peur d'échouer. C'est bien là le fond de son problème. Et alors il le dit, regardez l'Empire, il a failli échouer, pourtant Napoléon avait l'Élysée, il avait tous les pouvoirs. Il dit aussi, l'Empire a traîné ça pendant 18 ans. Aucune raison morale, uniquement des raisons pratiques. Je crois que Boulanger était assez intelligent pour comprendre qu'un coup d'État, de tel que
on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire de manière très romantique. Une journée à Paris qui réussit, on envahit l'Élysée, on passe le président par la fenêtre, on le met en prison, et puis la chose est faite. C'est ainsi que Blanqui voyait un coup d'État. Boulanger a compris que ça ne se passe plus du tout comme ça, qu'un coup d'État serait extrêmement compliqué à mettre sur pied, et que finalement, et son calcul est tout à fait logique finalement, je suis élu, ça marche, le pays est avec moi, pourquoi serais-je assez bête pour prendre un risque inutile alors que dans 6 mois auront eu les élections générales et que je serai élu, j'arrive au pouvoir de manière parfaitement démocratique et légale. Donc Boulanger, lui, n'a pas voulu de coup d'État. Alors on arrive à la fin de cette émission. Une dernière question, Bertrand Joly. Est-ce que le boulangisme était évitable ou est-ce que c'est une aventure inévitable ? Je crois que le boulangisme stricto sensu était évitable. Les républicains ont fait beaucoup d'erreurs dans le gouvernement de la France et dans le traitement du dossier Boulanger. Ils ont fait des erreurs et on aurait pu éviter le boulangisme. En revanche, une crise était inévitable. Quelle aurait pu être sa forme, nous l'ignorerons toujours. Mais le régime est fait pour provoquer des crises. Le régime est incapable d'asseoir un gouvernement qui, je répète, est un exécutif faible. Donc, l'exécutif faible fait que les problèmes s'accumulent, ne sont pas réglés. Dès qu'un grain de sable complique la mécanique, on l'a vu avec ce général ambitieux, on va le voir dans quelques années avec une erreur judiciaire stupide. Dès qu'un grain de sable s'introduit dans la mécanique, eh bien la crise éclate. En plus, la majorité est indisciplinée, il n'y a pas de gouvernement stable pour affronter les difficultés, donc la crise éclate. Et puis, la crise durant, les députés se ressaisissent, se redisciplinent, refont un gouvernement plus stable, qui opère les réformes nécessaires, qui résout le problème, qui ramène le calme, jusqu'à ce que la crise suivante arrive. Donc l'Acte est un régime qui est forcément condamné à connaître des crises successives. D'ailleurs, si on fait le compte de ses 70 ans d'existence, les années de calme sont moins nombreuses que les années de crise. Alors, on n'a pas parlé du procès. Boulanger a été condamné en haute cour et puis il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Est-ce que le boulangisme est mort avec Boulanger ? Je crois que le boulangisme était mort avant. Il est tué quand Boulanger échoue aux élections générales de l'automne 89, où la coalition entre la droite et les radicaux boulangistes est battue. Là, c'est la mort du boulangisme, la suite ne sera que des péripéties. En plus, le boulangisme va être déshonoré par la révélation scandaleuse sur son financement et ses alliances. Mais le boulangisme est mort donc très tôt, mais l'état d'esprit boulangiste, lui, va survivre et peu à peu se métamorphoser. Il va peu à peu donner lieu, avec notamment souvent le renfort de l'antisémitisme, qui va se développer à partir de ces années-là, il va donner lieu à ce qu'on appelle, 10 ans plus tard, le nationalisme. Donc, dans une certaine mesure, il est ancêtre du nationalisme et du populisme. On a parfois dit que le boulangisme est l'acte de naissance du nationalisme et l'affaire Dreyfus son acte de baptême. C'est un résumé un peu sommaire, mais qui a un fond de vérité. Oui, c'est à partir du boulangisme que le nationalisme, quand même, va peu à peu se constituer. Il n'existe pas encore au moment du boulangisme. Mais c'est cette secousse initiale qui va lui permettre de se créer. Merci beaucoup Bertrand Joly. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors comme vous en doutez, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir. Et pour cela, je vous invite bien entendu à lire donc le livre que Bertrand Joly vient de publier chez CNRS Éditions, Aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1891. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.